suis passé sur M6. C'est grave, là, J'ai mis culture de l'argent passif. Donc comme vous l'avez vu, je suis passé sur M6 du coup sur l'émission 66 minutes. Il y avait une thématique sur l'immobilier, devenir rentier pour ne plus travailler. Donc j'ai pas mal de passages du coup parce qu'ils sont venus, M6 est venu ici, on a filmé un petit peu et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir du coup à ce reportage parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Enfin le derrière et la réaction, parce qu'il y a eu pas mal de réactions par rapport à ce passage du coup sur les formateurs immobiliers, sur l'investissement immobilier, comme quoi il fallait travailler qu'il fallait rien faire pour en arriver là, etc. Bref, on va réagir à tout ça en direct. 510 chevaux sous le capot et 300 km/h de vitesse maximale. Ce bolide, qui sillonne les routes du Tarn, c'est le jouet dont Quentin a toujours rêvé. C'est dangereux comme voiture. Hein. Ça consomme aussi quand tu accélères. Tu montes à 40 litres au 100. Les prix du carburant, Quentin ne s'en soucie pas vraiment. Déjà, le prix du carburant, je m'en soucie pas. Vous l'avez vu, c'est ma voiture, vous l'avez déjà vu, je la monte pas souvent, parce que c'est vrai que j'ai pas le côté bling bling où je monte tout le temps mon train de vie, etc. J'ai un train de vie normal. Donc je m'étais acheté, c'était il y a 2 ans, une Lamborghini, parce que, comme il était dit, c'était un rêve quand j'étais petit, tout le monde, beaucoup de garçons, je pense, rêvent d'avoir une belle voiture, une Lamborghini. Donc au bout d'un moment, vous allez le voir avec les chiffres, j'ai pu me la payer, donc je me la suis achetée. Donc faut savoir, pour la petite histoire, je la sors tous les 2 mois à peu près. C'est pas la voiture de tous les jours, on roule tous les jours avec. C'est une voiture que quand je fais une sortie, quand je me balade, etc., je la sors une fois tous les 2 mois. C'est assez marrant parce que à côté de la Lamborghini, je roule en trottinette électrique tous les jours parce que j'ai le travail pas très loin de mon domicile, donc j'utilise rarement la voiture. Donc j'utilise une trottinette électrique ou une voiture électrique. Là, je viens de m'acheter une petite voiture électrique. Donc c'est le côté 40 litres au 100 pour vous dire, je dois faire un plein tous les 3-4 mois grand maximum. Donc c'est pas comme si on dirait dans l'émission que je fais 3 pleins par jour. Car il a trouvé une recette magique pour devenir multimillionnaire à seulement 30 ans. Cette magique, je l'ai Depuis créée. tout petit, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'être millionnaire. Je pense que j'ai lu beaucoup de Picsou. J'adorais Picsou et j'ai réussi finalement assez rapidement. Quentin est devenu ce qu'on appelle un rentier. Il gagne près de 15 000 € par mois sans travailler, juste en encaissant les rentes issues de ses investissements immobiliers. Donc du coup là, ils annoncent le chiffre, 15 000 € par mois. Donc 15 000 € par mois, là on parle de bénéfice net, parce que aujourd'hui je tourne plus autour des 25 000 € de loyer, entre 25 000 et 30 000 € par mois de loyer. Sauf que avec tout ce qui est charges, remboursement de crédit, parce que j'ai pas tout acheté cash, forcément j'ai acheté à crédit, tout ce qui est charges locatives, etc. Et c'est que, comme il le dit, c'est aujourd'hui, je fais rien, mais il faut savoir que depuis que j'ai commencé, mon premier achat c'était en 2015, de 2015 à 2020, j'ai travaillé comme l'équivalent de 3 personnes en une seule personne, donc j'ai énormément travaillé pour acheter tout ça, on va le voir après sur les chiffres, et ça c'est juste les revenus que j'ai créés via l'immobilier, et après on va le voir parce qu'après j'ai développé d'autres choses, donc 15 000 € c'est la partie de revenus immobiliers. Et ces 15 000 € me servent pas forcément à acheter une Lamborghini, justement, à part l'avoir acheté une fois. Aujourd'hui, tous ces 15 000 €, en fait, chaque mois, je les mets de côté et je les réinvestis dans des travaux, dans des rénovations ou dans des nouveaux achats immobiliers. Comme là, je viens d'acheter, j'ai même pas fait la vidéo YouTube encore, je viens d'acheter un local commercial à 85 000 €. Enfin voilà, à chaque fois, en fait, je réinvestis tout ce que je gagne, c'est ce qui me permet de faire monter ça. Voilà. Sa route vers la fortune a démarré à l'âge de 22 ans, dans cette petite ville de 10 000 habitants, où Quentin a déniché sa première pépite. Du coup, ceux qui ont lu mon livre ou ceux qui me suivent, vous le savez, donc j'ai commencé ma stratégie, c'était d'investir dans les petites villes, donc dans les villes entre 10 000 et 50 000 habitants, et c'était ma stratégie. Alors, il dit la première pépite, alors c'était pas spécialement une pépite, parce que mon premier achat, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. C'est une maison que j'avais achetée sur Le Bon Coin. Donc c'était une maison de ville où il y avait tout à refaire, que j'avais acheté 90 000 €, que j'avais négocié, elle était à 95, je l'ai eu à 90 000 €. Donc c'était une maison de ville classique avec tout à refaire à 90 000 €. Donc c'était pas forcément une pépite. Le côté pépite, j'ai envie de dire, c'est plus, je l'ai créé par la suite. C'est que j'avais vu qu'on pouvait la diviser facilement en 4 appartements avec la config qu'elle avait. Donc c'était pas un bien pépite que j'ai trouvé, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment pris un bien lambda, une maison de ville à 90 000 €, comme il y en a beaucoup dans les petites villes. Et c'est après que je l'ai transformé du coup. C'est mon premier achat du coup. Cette maison qui ne paye pas de mine, achetée avec ses fonds de tirelire. J'ai mis 7 500 € d'économie à l'époque.
C'était toutes mes économies depuis que je suis petit, avec mon livret A, ce que j'avais mis de côté en travaillant, tout ça. Donc c'est ça, je l'avais acheté 90 000, j'avais fait un crédit de 30 000 euros de travaux et j'avais mis 7 500 euros d'apport. Donc en tout, elle m'a coûté 127 500, ce qui représentait, bon, on va le voir après, un crédit de 530 euros par mois. Et voilà, pour vous dire, c'était une maison, elle valait pas non plus que 90 000. Quand vous voyez, tout ça, c'était des murs en amiante qu'on a dû enlever avec un spécialiste, tout ça. Quentin emprunte 120 000 euros à la banque, fait les travaux lui-même et divise la maison en 4 appartements qu'il loue sur Airbnb avec de très gros bénéfices. J'étais à 4 800 euros de revenus pour 530 de crédit. Enfin voilà, même si on enlevait toutes les charges, etc., il me restait un 3 000 euros net dès mon premier investissement. Voilà, donc les revenus, en fait, j'avais fait 4 T2, c'était 4 T2 parce que c'était des studios duplex, mais c'est l'équivalent des T2. J'ai pas fait tous les travaux moi-même, parce que forcément sur 30 000 euros, à l'époque je savais pas que c'était pas assez pour rénover tout ça, donc j'ai dû faire beaucoup moi-même. Après j'ai quand même pris un électricien, un plombier, c'est pas moi qui ai fait tous les travaux, je ne prends pas le mérite, il y avait quelques artisans sur place. Et moi voilà, par contre je travaillais tous les soirs, tous les midis, tous les week-ends à faire tout ce que je pouvais, le placo, les tranchées, boucher des tranchées, voilà, j'ai fait un maximum, monter le parquet, les cuisines, toutes ces choses-là. Et après, du coup, 4 800 euros de revenus, en fait, c'est 4 appartements qui me rapportaient en moyenne 1 200 euros par mois en location courte durée, en Airbnb. Donc, c'est à peu près 40 euros la nuit sur 30 nuits, sachant que j'étais plutôt à 45 euros la nuit et que j'étais plutôt sur du 26-28 nuits. Mais du coup, oui, ça fait 1 200 euros par appartement. C'est ce que rapporte un Airbnb avec toutes les charges, bien sûr, que ça incube à côté. Sauf que à l'époque, vu que j'étais ultra motivé à être rentier, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui faisais les entrées-sorties, c'est moi qui faisais tout, entre guillemets. J'étais devenu un peu le concierge de mon immeuble, mais c'est ce qui m'a permis aussi de gagner beaucoup d'argent. 3 000 euros, c'est alors 2 fois plus d'argent que son petit salaire d'employé dans le bâtiment. Je gagnais, précision, je gagnais 1 600 euros par mois. Donc voilà, c'est à peine un peu moins de la moitié. Je gagnais 1 600 euros net par mois. Et c'est ça, j'ai travaillé en bureau d'études, en bureau d'ingénieur, en conducteur de travaux, même sur les chantiers. Enfin voilà, j'étais plutôt dans le monde du bâtiment ou dans les bureaux d'études. À 24 ans, il décide donc de poser sa démission et de multiplier ses opérations, notamment à Castres, la ville où il habite. Donc c'est ça, donc j'avais fait le premier, je gagnais bien, j'ai continué à travailler, j'ai pas fait hop je gagne, je démissionne. Ce que j'ai fait, c'est j'ai profité de mon contrat de travail, de mon CDI pour acheter un deuxième bien. Et après, parce que j'ai pas démissionné, c'est pas aussi parce que ça se passait pas spécialement bien mon travail, donc j'ai démissionné. Et du coup, je me suis lancé à 100% dans l'immobilier, mais parce que j'aimais ça, c'était vraiment pas bien sûr, le but c'était de gagner de l'argent, mais je faisais pas que pour gagner de l'argent, c'est parce que vraiment ça me plaisait l'immobilier. Donc j'ai acheté un deuxième bien, j'ai démissionné, après voilà, j'ai rénové un petit peu. Pendant 1 an à peu près, la banque prête pas, etc. Donc je me suis servi de ce que je gagnais, j'ai mis de côté, et je l'ai remis en apport, et après j'ai fait un effet boule de neige derrière. Là j'ai cette maison aussi que j'ai achetée. Celle-là elle m'est revenue à peu près à 80 000 euros, donc juste l'achat. Donc ici, j'ai la moitié de la place. Sur la maison juste avant, donc c'est une maison qui m'est revenue à 80 000. J'avais acheté un lot en fait de plusieurs maisons. Celle-là m'est revenue à 80 000. Et pour vous dire aujourd'hui, j'en ai à peu près, là j'ai les devis entre 60 et 80 000 euros là, pour la rénover. Et c'est une maison que je peux vendre demain matin dans les 220 000 euros. Donc j'ai une plus-value d'au moins 60 000 euros à faire rapidement. Mais vu que j'ai d'autres chantiers en cours, c'est celle que je ferai en dernier. Et par exemple dans cette rue, j'ai 3 autres biens immobiliers. C'est vrai que ma stratégie c'est d'investir assez proche, et donc c'est vrai que tous mes biens sont assez proches, et qu'aujourd'hui j'ai commencé dans des petites villes de 10 000 habitants, aujourd'hui je suis dans une ville de 50 000 qui est Castres, vous le voyez au reportage, mais en gros ce que j'ai fait là à Revel, à Castres, ça marche partout en France. Vous l'avez vu pour ceux qui me suivent, parce que voilà, j'ai un centre j'accompagne les gens à investir dans l'immobilier depuis pas mal de temps, et en fait j'ai réussi tout ce que j'ai fait là, j'ai réussi à le faire aux gens partout. J'ai fait investir des Parisiens dans des petites villes près de Paris, j'ai fait investir des gens qui étaient en Bretagne, j'ai fait investir des gens qui étaient à Bordeaux. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste trouver des villes comme ça entre 10 000 et 50 000 habitants, avec un potentiel locatif et un potentiel courte durée pour ceux qui veulent aller plus vite, et d'investir. Donc ce que j'ai fait là, ça marche pas parce que c'est ici, je dirais même c'est une zone vraiment lambda, il y a rien de ouf, où vous venez l'été, il y a pas non plus beaucoup de monde.
Et du coup, en fait, on peut le faire vraiment partout. Et je l'ai fait ces 5 dernières années en aidant des gens qui sont devenus des clients du coup à le faire. Et on a eu des résultats même meilleurs un peu partout en France. Donc ici, j'ai la moitié de la place que j'ai racheté au fur et à mesure. Un peu comme au Monopoly quand on met les 3 maisons. Du coup, là, j'ai 1875 € de crédit sur l'ensemble pour 8300 € de loyer. Voilà. Donc j'ai 1800 € de crédit pour 8300 € de loyer. Alors aujourd'hui, j'ai encore quelques apparts qui sont en travaux. Là d'ailleurs, on fait la vidéo, on est dans un des studios qui vient de se libérer, qu'il faut que je remette en location. Mais voilà, ça c'est aujourd'hui, d'avoir tout racheté, en fait, ça m'a permis de supprimer toutes les charges de copro. Donc j'ai fait une économie et je les ai achetés à des prix plutôt corrects. Et vous voyez, 1800 € de crédit, 8300 € de loyer, à chaque fois, ça me fait un bénéfice, même si on enlève toutes les charges et tout, à chaque fois, là, je vais être dans les 4000 € net de bénéfice, et ce qui va me permettre, en fait, de montrer aux banques que je sais investir, d'avoir des bons ratios, de pouvoir continuer, en fait, à investir à chaque fois. Cette culture de l'argent facile est largement alimentée par les réseaux sociaux. Bon, culture de l'argent facile, c'est là que je suis moyennement d'accord, parce que, encore une fois, il y a pas mal de gens qui ont réagi même sur les réseaux. Pour le coup, moi, j'ai vraiment énormément bossé. C'est vraiment pas de l'argent qu'on fait facilement. C'est facile à faire une fois qu'on l'a mis en place, mais le travail qui est avant, il est juste énorme. Comme je vous l'ai dit, je travaillais tous les midis, tous les soirs, tous les week-ends pendant au moins 2 ans. Et après, voilà, j'ai travaillé plus que les week-ends, un peu moins le soir, etc. Mais j'ai énormément travaillé pour gagner ça. Donc, c'est de l'argent facile. Une fois qu'on a travaillé, il faut faire gaffe de pas mélanger les deux non plus. Devenu riche grâce à l'immobilier ou à des combines encore plus faciles. Là, il doit y avoir, je pense, pour 1500, 2000 €. Bon, ça, on va le voir après, du coup. Pareil, des combines encore plus faciles. Vous allez voir, c'est que j'ai monté un business. C'est pas une combine facile, c'est que j'ai remonté un autre business. Comment font-ils pleuvoir la monnaie sans effort? Portrait de ces nouveaux rentiers et de ceux qui font tout pour les imiter. Le secret de Quentin, pour bâtir un empire en partant de rien, c'est d'acheter des appartements dont les loyers sont toujours plus élevés que les mensualités de crédit à rembourser. Donc ça c'est logique, acheter des apparts ou des immeubles avec du cash flow, c'est-à-dire que vous achetez un appart 100 000 €, ça va vous coûter à peu près 500 € par mois auprès de la banque. Donc du moment que vous arrivez à louer 600, 700, 800 €, on enlève les charges et en fait il vous reste le bénéfice, donc ça on appelle le cash flow. Donc c'est juste ça en fait, c'est de trouver des biens immobiliers avec le plus gros écart entre le loyer et le crédit. Et après de l'optimiser au maximum et d'en acheter le plus possible. Alors, dit comme ça, c'est facile. Après, c'est pas très dur, mais il faut vraiment se donner les moyens de travailler. Et après, voilà, c'est ce que je fais. Encore un exemple avec cet appartement. Cela suffit à convaincre les banquiers de lui prêter autant d'argent qu'il veut. C'est pas autant d'argent qu'il veut. Même moi, aujourd'hui, je galère au niveau des banques. C'est-à-dire que oui, j'arrive à avoir 2-3 crédits par an. Mais ça m'arrive souvent de me prendre des stops, même encore aujourd'hui, régulièrement, 2-3 fois par an, j'ai des refus de dire ah ben non, là c'est trop tôt, allez voir quelqu'un d'autre, etc. Donc même moi aujourd'hui j'ai des refus. Alors j'arrive à emprunter, mais encore une fois c'est parce que toutes mes opérations sont très rentables, qu'aujourd'hui en plus j'ai le recul parce que quand j'ai commencé au début, le premier j'ai eu 5 refus pour avoir mon premier crédit, mon deuxième crédit j'ai eu une vingtaine de refus. Et après, voilà, j'ai toujours eu entre 4 et 5 refus pour un oui. Et à chaque fois, en fait, on apprend à monter des meilleurs dossiers, on apprend à mieux parler avec les banquiers, etc. Et au fur et à mesure de faire des bonnes affaires, de bien parler aux banquiers et de prouver par des bilans, parce qu'à chaque fois, moi, je structurais, je faisais des bilans pour prouver mes chiffres aux banquiers. C'était ma stratégie. J'ai toujours déclaré, j'ai jamais fait de blague. J'ai préféré payer plus d'impôts au début, être perdant à court terme, mais je savais que j'allais être gagnant grâce à l'effet de levier du crédit, et qu'aujourd'hui c'est ce qui a fait, parce que pendant le début c'est vrai que je galérais un petit peu à emprunter, sauf qu'aujourd'hui vu que j'étais ultra carré depuis le début et que j'ai payé pas mal d'impôts, en fait la stratégie c'est que maintenant je peux avoir pas mal de crédits plus facilement, le fait d'avoir fait ce entre guillemets sacrifice là, parce que je sais qu'il y en a que c'était pas leur stratégie, c'était le cash flow à tout prix. Moi, c'était plus d'être tout carré pour pouvoir lever plus de fonds plus tard. Et c'est encore ma stratégie aujourd'hui. À chaque fois que j'achète un appartement, j'ai du bénéfice et ça me permet d'en acheter un autre. Et en fait, voilà, c'est un peu un effet domino. De fil en aiguille, il a ainsi accumulé plus de 60 biens d'une valeur totale de 2 millions d'euros. C'est pareil, je suis un peu plus. Aujourd'hui, je dois être sur un bon 2,5 millions, parce que les prix d'immobilier ont pas mal monté depuis que j'ai commencé à investir. Je pense que je suis plus entre 2,5 millions et 3 millions d'euros, ce qui est pas beaucoup, parce que sur 60 biens, ce que j'ai fait, en fait, j'ai acheté beaucoup de biens qui valaient pas très cher, parce que j'ai démarré de zéro, j'avais pas les moyens de m'acheter beaucoup de gros biens. Donc ça part, mon plus petit bien, c'est une place de parking, j'ai 3 places de parking par exemple.
Et après, ça va jusqu'à mon plus grand bien. Aujourd'hui, j'ai des apparts de 150 mètres carrés avec terrasse. Celui qu'on voit là, j'ai quelques gros appartements, mais la plupart, moi, ma stratégie, c'était de faire du T2. Donc c'est vrai que j'ai investi dans pas mal de T2 et dans des villes du coup entre 10 000 et 50 000, ce qui fait qu'un appartement, ça coûte, si on fait une grosse moyenne, entre 40 et 80 000. Donc c'est vrai qu'il en faut beaucoup pour faire un gros montant. Quand je sais qu'il y en a qui vont annoncer 2 millions de patrimoine, mais ils vont avoir à peine 5-6 appartements dans d'autres villes. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Laurent, un agent immobilier qui lui présente ses bonnes affaires en priorité. Donc ça c'est pareil, souvent parlé, c'est le réseau immobilier, c'est important et forcément, plus on investit, plus on travaille avec des agents immobiliers et en plus, en étant rentier, plus on a le temps, entre guillemets, de voir les agents immobiliers en journée, peu importe. Et c'est sûr que ça fait un avantage, etc. C'est pour ça les gens qui trouvent vraiment pas le truc, c'est faites-vous vraiment un réseau d'agents immobiliers parce que c'est eux qui vont vous apporter les bonnes affaires. Il faut chercher de votre côté, mais il faut aussi avoir un réseau. Allez, Du coup, voilà le bien que je te propose. Il y a un centre-ville. Il s'agit d'un ancien local municipal de 250 mètres carrés. Quentin pourrait le diviser en 5 appartements. Ça, c'est typiquement les biens en plus sont faciles à faire. C'est comme j'ai toujours fait, on prend des maisons de ville, on les redivise en appartements, on fait des beaux appartements. Déjà, ça valorise en général. On arrive à faire au moins plus 30% si jamais on veut les revendre. Et on va le voir avec les chiffres en termes de renta. Enfin, même aujourd'hui encore, même si je pourrais m'arrêter de travailler, je sais pas si on en parlera après, mais quand on est rentier, vous allez voir, c'est dur de s'arrêter de travailler. Parce que une fois qu'on a pris 2-3 mois de vacances à rien faire, on se fait chier. Donc on finit par faire des petites affaires, des choses comme ça. Et moi aujourd'hui, ça m'amuse, entre guillemets. C'est un travail plaisant que de faire des affaires, des choses comme ça. On a quand même 80-90 mètres carrés de surface au sol sur cette partie-là qu'on retrouve sur 3 niveaux. Le bâtiment est laissé à l'abandon depuis près de 10 ans. Les plafonds sont délabrés et les murs fissurés de partout. Mais c'est justement ce qui intéresse le rentier. Il y avait déjà un trou, c'est pas moi qui l'ai fait pour la vidéo. Hein. Et là, pour le coup, c'était si on arrivait à faire tomber ce mur, qui était un mur porteur du coup, ça nous permettait de créer un salon et de créer un bel appartement. Et si on n'arrive pas à le casser, en gros, ça nous fait des appartements qui sont assez petits, assez mal fichus. Donc c'est ce détail parce que moi le but c'est si on veut être rentier, nos apparts on va les garder longtemps. Donc c'est vraiment d'essayer de faire des apparts de meilleure qualité possible pour pas avoir à revenir dessus, pour avoir des clients, des clients qui restent longtemps dans les appartements. Parce que si vous faites des apparts moyens, vous allez avoir une clientèle moyenne qui vont rester moyennement longtemps et vous allez avoir plus de vacances locatives, etc. là je vérifie en fait si quand je tape, il n'y a pas tout qui tremble. Et là, par rapport à ce bâtiment? Là ça va, là ça bouge pas. Voilà, ça c'est un truc que je fais vraiment tout le temps dans les immeubles, ça fait un peu bizarre je trouve en vidéo. Donc là en fait ce que je fais c'est que je vérifie si en tapant le sol il vibre et par expérience je sais très bien que quand il vibre ça veut dire que les poutres sont peut-être mal dimensionnées ou ça va être dur de rajouter des cloisons. Quand on tape et que vraiment ça bouge pas, ça veut dire qu'on pourra mettre une cloison en placo qui a pas de problème. Mais si vous tapez et que ça vibre, ça veut dire que le poids du sol est déjà bien présent sur les poutres ou alors qu'elles sont pas dimensionnées pour ça, parce qu'à l'époque les sections de poutres ça dépendait, ils faisaient des trucs différents à chaque fois. Donc ce que je fais vraiment à chaque fois, je tape, si ça vibre, j'étudie parce que ça veut dire que ça va vibrer quand il y aura 2 appartements l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'il va falloir isoler différemment, ça veut dire qu'il faudra prévoir un sol par-dessus, enfin ça va demander plein de trucs. Et par expérience, quand vous tapez que tout vibre, vous allez avoir des nuisances sonores entre les appartements, on va pas pouvoir rajouter beaucoup de poids, on va pas pouvoir mettre une salle de bain ici si ça vibre, parce qu'à chaque fois ça va vibrer, les joints de carrelage vont casser, etc. Enfin, c'est des petits détails comme ça que j'ai eu au fur et à mesure, mais qui sont vachement importants. Car faire de gros travaux, cela permet de réduire fortement les impôts. Le chantier de rénovation est estimé à 130 000 €, Ici, il y a un mur qui est un mur porteur. plus cher que le prix de vente de l'immeuble. On est à 113 000. On est à 113 000. En loyer, on finit à 113 000 en loyer, on peut arriver à 25 000 annuels. 25 000 annuels. Toujours, bien sûr, là, en 25 000 annuels, on parle en location classique. Donc, faut jamais prendre la location Airbnb, la location courte durée comme référence, parce que si demain il y a une réglementation de marché, un marché qui s'effondre, le Covid par exemple, qui l'a très bien prouvé,
il faut toujours baser ces chiffres sur le meublé. Si vous n'êtes pas au moins à l'équilibre en location meublée, moi je dis toujours ne faites pas l'investissement parce que s'il y a le moindre grain de sable, ça va vous faire capoter votre investissement, vous allez devoir mettre de l'argent de votre poche. Donc toujours être au moins en cash flow positif en location meublée et la courte durée c'est que du bénéfice. Donc là on était à 113 000 d'achats, donc c'est plutôt correct, comme quoi là voilà, c'est aujourd'hui à 250 mètres carrés, 113 000, on est à moins de 500 € le mètre carré, dans une ville où on est entre 1500 et 1800 € aujourd'hui, donc ça existe toujours, cet immeuble il est resté à la vente plus d'1 an. Ça reste une rémunération assez modeste. Arrêter de travailler, ça permettrait de faire quoi? Ça me permettrait de m'occuper de mes enfants. Sonia veut profiter de la vie. Du coup, elle veut profiter de la vie, donc quand on est rentier, bon déjà ça demande des efforts, donc on n'en profite pas pendant l'étape, et quand on l'est, comme je l'ai dit, moi j'ai pu profiter à peu près 3 mois, et après on s'ennuie. Moi ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui je choisis, c'est-à-dire que je m'occupe de mes enfants tous les soirs, je les emmène à l'école, à la crèche tous les matins, je suis tous les week-ends à la maison, etc. Donc bien sûr que ça fait des trucs en plus, mais après les enfants, une fois qu'ils sont à l'école, en journée, faut pas se leurrer, quand du lundi au vendredi, les enfants sont à l'école, à la crèche, c'est pas parce qu'on est rentier qu'on va plus les voir. On va plus les voir le week-end et le soir, mais quand on travaille, on les voit quand même. Vous allez pas les voir 3 fois plus, à moins de les sortir de l'école. C'est vrai qu'ils me mettent beaucoup en garde en me disant attention, les locataires, ils peuvent ne pas payer, ils peuvent dégrader les biens. J'ai eu exactement la même chose pour le coup quand j'ai commencé à investir. C'est que tous les proches, c'est pas parce qu'ils veulent vous décourager, c'est parce qu'ils savent pas, ils ont jamais fait, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu exactement le même truc de tous mes proches. Attention, est-ce que ça va payer? Là, pour le coup, normalement, vous allez l'avoir à chaque fois, mais c'est parce que les gens connaissent pas ce milieu, voient que le côté négatif, mais le côté positif est bien plus élevé. Sonia, qui a longuement potassé le sujet avant de se lancer. Pareil, commencer tout, moi-même, j'ai commencé aussi par ce livre, Père riche, Père pauvre, qui a été un des premiers que j'ai lu, qui est un peu la base. Mais c'est vrai que commencer par des livres, c'est vraiment la base, ça coûte 20 €. Ça, pour le coup, je peux pas le déconseiller. Ne recommande pas forcément de céder aux promesses trop alléchantes de ses formations. C'est des informations qu'on peut trouver gratuitement sur Internet sans acheter une formation à 1500, 2000 €, quoi. C'est pas parce qu'on dépense cette somme-là que l'investissement est garanti derrière, voilà. Alors c'est là que je suis qu'à moitié d'accord, parce que bien sûr qu'on peut, moi je suis autodidacte, je me suis formé sans formation, etc. Mais parce que moi j'ai beaucoup travaillé aussi. Je trouve que quand même les formations, moi aujourd'hui dans d'autres domaines, parce que vous le savez, j'investis dans plein de domaines différents et j'achète des formations dans plein d'autres domaines différents. Une formation, clairement, ça peut faire gagner entre 1 ou 2 ans. Alors bien sûr que si on travaille à fond, qu'on lit tous les livres et qu'on fouille tous les sites internet, on peut, sachant qu'aujourd'hui les vidéos, les sites internet qui vous forment en immobilier, c'est les sites des formateurs. Donc on peut pas cracher sur les formateurs, c'est quand même grâce à eux. Même moi à l'époque, j'ai mangé le contenu gratuit des formateurs de l'époque. Donc je trouve que je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec le côté formation, etc. Mais je trouve qu'on peut pas cracher dessus parce que c'est ce qui a démocratisé l'investissement immobilier, que sans les formateurs immobiliers, il y aurait pas de vidéo, il y aurait pas de blog, ça serait resté secret, etc. Donc je trouve qu'il y a des gens qui ont besoin de formation, il y a des gens qui n'ont pas besoin de formation. Je trouve que c'est deux profils différents, mais cracher sur les formations, je trouve qu'il n'y a pas besoin de cracher sur les formations parce que même moi, encore une fois, des formations gratuites, payantes et dans plein de domaines, quand je me suis lancé en e-commerce, j'ai pris peut-être 3 formations e-commerce et j'ai réussi dans l'e-commerce. Je trouve qu'il faut pas cracher sur les formations parce que je l'ai vu parce qu'au début, je vendais des formations, je vous le dis, je vendais des formations, aujourd'hui, j'ai des formations à 1000 €, mais à l'époque, quand j'ai commencé les formations, je les vendais 50 €. Quand quelqu'un, ou même au début, c'était gratuite, quand quelqu'un prend une formation gratuite, il a aucune pression de l'appliquer, il va pas aller au bout. Quand quelqu'un achète une formation 1000 €, je peux vous dire que les résultats des clients sont vraiment multipliés par 10. Voilà, je vais pas rentrer dans le débat, mais je trouve que, comme on le dit souvent, tout le monde est un peu produit des formations et que sans les formateurs et les formations, il n'y aurait pas tout ce contenu gratuit parce que ce contenu gratuit, il nous revient de tourner une vidéo YouTube, entretenir une chaîne YouTube, tous ces trucs, écrire des articles, c'est payant et on le fait grâce à l'argent des formations. Donc je trouve que je vais pas faire un grand débat, mais je trouve que c'est quand même assez, on n'a pas besoin de cracher. On peut dire, moi ça m'intéresse pas de les utiliser, je me débrouille tout seul, mais je trouve que c'est quand même utile pour pas mal de monde. J'ai encore pris une formation là dernièrement, je pense reprendre même encore une formation là qui me tente sur le e-commerce encore une fois, mais je trouve que on n'est pas, je cracherai pas sur les formations parce qu'aujourd'hui 80% des gens qui ont réussi sont des produits de formation. Bien sûr qu'il y a toujours 20% d'autodidactes et si elles y arrivent tant mieux,
Mais au vu du dernier investissement, 160 000 pour 2 biens dans un village, c'est pas non plus extraordinaire. Pour le coup, peut-être qu'une formation aurait pu lui faire gagner 5-10 000 euros sur une astuce de travaux, une astuce négociation. C'est même certain, sans faire de la pub à ma formation travaux, c'est certain que si elle aurait pris ma formation travaux, elle aurait pas rénové comme ça, elle aurait économisé 10-20 000 euros. Donc je trouve que c'est une question de point de vue et qu'il faut faire gaffe de quand on connaît pas, moi c'est ce que j'ai tendance à faire, quand on connaît pas, on parle pas, mais on peut pas, si elle a jamais pris de formation, elle peut pas dire que ça marche pas. Encore hier, on mangeait avec un client au restaurant et qui a dit clairement sans ton accompagnement, j'aurais pas réussi à faire ça. Et là, il nous a donné ses chiffres, il a fait à peu près 70 000 euros net cette année. Du coup, on est reparti sur un autre accompagnement, etc. Et il a clairement dit, sans la formation, sans l'accompagnement, j'y serais pas arrivé. Donc ça dépend en fait des profils. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'être. Donc après, je suis d'accord que c'est pas parce qu'on achète une formation qu'on a une garantie de résultat, mais ça dépend du formateur, oui, mais ça dépend encore plus de la personne qui achète la formation. Si vous achetez une formation, que vous ne faites rien, vous n'aurez pas de résultat. Avec mes formations, avec la meilleure formation du monde, vous n'aurez pas de résultat. Si vous achetez la formation et que du coup vous vous mettez à fond à la réaliser, à la suivre, même si elle n'est pas parfaite, et parce que ça vous motive, vous avez un accompagnement, etc., vous aurez des résultats. Donc en fait, les formations sont là. Si vous les utilisez, bien sûr que vous pouvez avoir un résultat. Si vous les utilisez mal, vous n'avez pas de résultat, mais c'est à 80% de votre faute, je dirais à 20% de la faute du formateur. Parce que quand on a un échec dans la vie, c'est jamais 100% de la faute de l'autre, c'est toujours en partie sa faute, en partie la faute de l'autre. Je sais pas si vous arrivez, moi c'est la philosophie que j'ai. Quand j'achète une formation et que j'ai pas le résultat, je me remets en question, c'est est-ce que je l'ai vraiment appliqué, est-ce que je me suis vraiment donné tous les moyens? Et là vous verrez qu'à 90% du temps, la réponse va être non. Donc je suis d'accord, c'est pas parce qu'on l'achète qu'on réussit, mais si on l'achète et qu'on se donne les moyens, on réussit. Et ça, même sur des formations, j'ai acheté des formations sur des conneries, sur des trucs sur Instagram, etc. C'était un échec total parce que je les ai pas appliqués. Et pourtant, la formation, je suis certain, elle était très bien. Mais je l'ai pas appliquée, j'ai pas eu de résultat, il y a pas de secret. Donc si vous achetez une formation que vous n'avez pas de résultat, c'est aussi parce que vous l'avez pas appliquée. Ça peut être parce que le formateur, ça vous correspond moins, etc. Mais en règle générale, quand vous achetez une formation et que vous vous donnez le moyen derrière, vous avez du résultat. Prévoyant, Quentin a trouvé une autre idée pour gagner de l'argent sans rien faire. Il a ouvert des laveries automatiques, comme celle-ci, où il a remplacé les locataires par des lave-linges qui lui demandent encore moins de travail. C'est pareil, encore moins de travail une fois que ça a été fait. Parce que monter une laverie automatique, c'est comme rénover un appartement, voire peut-être plus énergivore. Parce que il y a plus de plomberie, il y a plus d'élec, il y a plus de normes à respecter, etc. Donc c'est plus de travail. D'ailleurs, pour vous dire à peu près cette laverie, on est à peu près sur 150 000 euros d'investissement pour une laverie. Après voilà, moi c'était ma stratégie de me diversifier dans tout ce qui est business automatique, etc. Voilà, donc aujourd'hui c'est vrai que je fais les laveries automatiques parce que j'ai encore moins de gestion, c'est-à-dire qu'à part ouvrir, on va le voir fermer, faire le ménage, il y a moins de travail et aujourd'hui c'est ce que je cherchais pour me diversifier, mais aussi parce que depuis tout petit, j'ai toujours adoré tout ce qui est travailler sans rien faire. En fait, le côté rentier que j'ai eu avec l'immobilier, je me suis dit, ok, l'immobilier c'est le faire, mais on peut le faire aussi avec des laveries, aussi avec des distributeurs, et c'est comme ça que je suis parti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai monté cette laverie automatique, je suis monté jusqu'à 4 laveries automatiques. Aujourd'hui, j'en ai revendu une, j'ai 3 grosses laveries automatiques qui tournent bien, après on va le voir. Donc ce qui est bien, c'est que là, niveau entretien, j'ai vraiment rien à faire. À part le ménage que j'ai délégué à une femme de ménage, il y a strictement rien à faire, c'est vraiment une rente. 3 fois par semaine, par exemple, sur cette laverie en ménage, on est sur 3 fois par semaine, alors qu'en Airbnb, si j'avais 7 jours, je faisais 7 fois le ménage. Là, je suis sur 3 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas que les lave-linges qui font tourner son business. Ici, Quentin a installé toute une série de machines 100% automatiques, comme cette armoire à colis ou ce manège pour enfants. J'ai rajouté plusieurs services, donc une machine pour faire des photos d'identité, j'ai rajouté un distributeur de snacks. Remplir ces appareils lui demande un minimum d'effort. Alors ça, c'est un truc, aujourd'hui je l'ai délégué, mais c'est vrai que de temps en temps, ça m'arrive encore de le faire moi-même, parce que c'est vraiment pas une corvée. Aller faire des courses, prendre des canettes, remplir un distributeur et prendre une récolte, je vois vraiment ça comme un plaisir, un loisir entre guillemets, et pas comme une corvée. Donc c'est vrai que ça m'arrive encore de le faire moi-même, ça. Mais encore une fois, c'est pas très dur. Pour un maximum de profit. Une canette de soda, ça va coûter à l'achat aujourd'hui entre 50 et 60 centimes TTC, et on va le vendre 2 €, donc on est sur un x3, x3,5. Quentin ne vient ici que 2 à 3 fois par mois pour relever des caisses, toujours très fournies.
Alors, encore une fois, aujourd'hui, c'est pareil, on vient 2 fois par semaine maintenant relever les caisses. C'est vrai que au début d'une laverie, dans mes débuts, je venais moins souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient carrément. Là, en plus, on a une stratégie parce qu'on fait c'est jamais les mêmes personnes qui relèvent, c'est jamais dans les mêmes délais, etc. Vous vous doutez bien qu'avec l'argent liquide, on prend des précautions et que en plus, le fait de venir plusieurs fois, à chaque fois, je préfère récolter à chaque fois au coût de 100, 150 euros maxi dans les caisses, comme ça il n'y a aucun risque. Pour la vidéo, forcément, c'était un mois où j'étais sur un autre projet, donc j'avais pas fait de récolte, donc on va le voir, il y en avait beaucoup. Sachez qu'en temps normal, il y a autant d'argent, mais qui relevait en 8 fois environ. 110, 120, là je suis à 135, et là voilà. Là on a à peu près, je pense qu'on a 100, 120 euros déjà en pièces de 2. Et c'est comme ça dans toutes les machines. Les plus rentables étant celles de la partie laverie. Situé dans un couloir discret, à l'arrière des tambours, le coffre renferme ce mois-ci un bien joli pactole. C'était exceptionnel, c'était sur le mois de fin d'année parce que j'étais pas dispo, mais encore une fois, si vous venez aujourd'hui, la récolte a été faite il y a 2 jours, à tout casser, il y a 100 euros. Quoi. Là il doit y avoir, je pense, pour 1500, 2000 euros. Donc là on est sur un bon mois. Et ce comptage ne tient pas compte des paiements par carte. Des paiements par carte et des distris. Donc du coup, là, je gagne vraiment ça, les paiements carte bleue, les paiements carte fidélité et tout ce qui est distributeur automatique, tout ça en plus les casiers, etc. Au total, et toute charge déduite, il vient de récolter un bénéfice de 3 000 euros. Sur un mois, on va être à 8 heures de travail. Donc je suis à 3 000 euros de bénéfice sur cette laverie. Après, ça c'est l'une des laveries les plus rentables. Après les autres laveries, je tourne entre 700, même un peu moins, il y en a une plutôt entre 600 et 1200 sur les autres laveries parce que j'ai encore le crédit à rembourser. Quand j'ai fini de rembourser le crédit, là par contre les laveries vont tourner entre 1000 et 2000 euros de cash flow mensuel, donc c'est limite mieux que l'immobilier. C'est pas pareil parce qu'on est obligé d'être présent, l'immobilier est peut-être un peu plus automatique. Là on a une petite présence qui est un peu obligatoire de surveillance, d'entretien, tout ça, mais par contre les cash flow est vachement intéressant. Et c'est pour ça que après l'immobilier, je me suis vraiment spécialisé dans les laveries, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, 3-4 ans à peu près que je suis dans les laveries, et que maintenant, en fait, comme au début, j'accompagnais les gens dans l'immobilier, aujourd'hui, j'accompagne les gens à créer leur business de distributeur automatique et de laverie automatique. Pour 3000 euros de bénéfices ce mois-ci, c'est très rentable. Avec une laverie, je suis aussi rentable qu'un immeuble de 4-5 appartements. Ces machines assurent donc à Quentin de rester rentier, malgré un potentiel crack de l'immobilier. Après, même si j'avais pas ça et qu'il y avait un crack de l'immobilier, honnêtement, ça va rien changer à mes rentes. Parce que, à moins que tous mes locataires d'un coup ne payent plus les loyers, ça voudrait dire que la France entière, entre guillemets, ne paye plus ses loyers, parce que j'ai des biens, vraiment, j'ai du studio, au local commercial, aux places de parking, etc. Donc, même s'il y a un crack boursier, ça va pas tuer le marché de l'immobilier, parce que les gens ont toujours besoin de se loger, ont toujours besoin d'une place de parking, d'un local commercial, etc. Donc c'est un vrai plus, ça je le cache pas. Aujourd'hui je vais continuer même à ouvrir des laveries, je continue à positionner, là d'ailleurs je suis sur un projet où je vais poser plus de 50 distributeurs d'un coup, donc je reste dans ce milieu-là parce que c'est intéressant financièrement et que ça me plaît, mais je trouve que c'est bien d'avoir et de l'immobilier et une laverie et des distributeurs. Le top c'est comme j'ai fait là, on achète un immeuble, on met une laverie en bas, on met des distributeurs, donc voilà. Reportage, du coup, j'ai vu, il y a pas mal de gens qui ont réagi sur le reportage, qui ont dit ils disent qu'il faut rien faire, etc. Donc, qui étaient un peu remontés. Tous les investisseurs immobiliers, en gros, ça les a embêtés. J'ai vu le côté sans travailler, parce que c'est vrai qu'investir dans l'immobilier ou dans les laveries automatiques, ça demande quand même beaucoup de travail au début. Si on automatise tout, qu'on délègue tout, ça coûte de l'argent. Enfin bref, c'est beaucoup d'énergie au début pour être rentier immobilier. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi faire la réaction. C'est pas on fait rien, on est rentier immobilier, c'est on travaille beaucoup et après on fait rien éventuellement. Et il y a toujours un fonds d'entretien. Aujourd'hui, voilà, moi je sais, j'ai 60 biens immobiliers, j'ai en permanence un artisan sous la main qui doit me faire des petites réparations à droite à gauche. Il faut entretenir son parc, sinon ça chute. Le côté formation immobilier, ils ont montré forcément le côté bling des formations. Il y a aussi beaucoup de formateurs, comme moi, entre guillemets, qui sont là tous les jours en fond. Je dis pas qu'il y en a qui sont... En fait, chaque formateur correspond à une type de clientèle. Il y en a qui vont se reconnaître sur les formateurs qu'on a vus,
qui vont se dire ah bah tiens moi ça me correspond, c'est ce que je veux faire des voyages, etc. Il y en a qui vont trouver des formateurs, par exemple moi qui sont plus terre à terre, qui vont dire ah moi je suis plus comme ça, terre à terre, etc. Il n'y a pas de bon ou mauvais formateur, il faut vraiment trouver le formateur qui vous correspond, sur lequel vous vous identifiez le plus. Après, si vous achetez ou pas la formation, encore une fois, c'est pas obligé d'acheter une formation, mais en général, quand on suit une formation, on se sent un peu obligé d'avancer, sinon on investit pour rien. Et que, encore une fois, si vous achetez une formation et que vous la suivez à 80% du temps, 90% du temps, vous allez avoir des résultats. Si vous en avez pas, c'est en partie de votre faute, c'est pas spécialement, c'est jamais de la faute que du formateur. Si vous réussissez pas, ça peut être de la faute du formateur, mais c'est aussi vous, parce que vous êtes peut-être pas allé au bout, etc. Enfin bref, j'ai trouvé le reportage, pas si, il y a des gens qui ont dit, oh là, le reportage, etc. Moi, je l'ai trouvé plutôt correct. Bon, après, je suis passé, je sais pas, peut-être la moitié à peu près. Donc, forcément, enfin, j'ai trouvé que ça représente plutôt la réalité. Après, faut pas se leurrer, hein. On est à la télévision, c'est des journalistes. Donc, bien sûr qu'ils vont essayer de faire réagir, de montrer ils ont que 10 minutes pour montrer la vie d'un rentier. Donc, forcément qu'ils vont montrer des belles voitures, des villas, des choses comme ça. Et qui vont pas montrer 40 minutes de personnes qui rénovent un appart parce que ça ferait chier tout le monde. On est sur la télé, il faut faire entre guillemets des vues comme sur YouTube, comme sur tout. Donc moi je trouve le truc honnêtement plutôt correct. Ça m'a moins choqué, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont réagi, mais si on passe sur au-delà le fait qu'ils montrent que c'est facile alors qu'en vrai c'est quand même beaucoup plus de travail, je le trouve assez correct. Après trop court en gros pour expliquer que comment devenir rentier en 15 minutes, enfin sur une émission de télé, bien sûr que ça allait pas vous dire comment devenir rentier en 15 minutes. Les gens qui s'attendaient à devenir rentier après ces 15 minutes là, désolé mais c'est vous qui avez pas compris l'objectif de l'émission, c'était juste de montrer que c'était possible, que vous pouvez le faire et voilà. Donc voilà, et donc là je fais une pub pour mes formations, non je rigole. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont réagi totalement différent. Il y a même d'autres formateurs qui ont réagi, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est moi qui réponds aux commentaires. Si mon contenu comme d'habitude vous plaît, si vous voulez plus d'infos sur les laveries, sur les distries, sur l'immobilier en général, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve sur une prochaine vidéo.